Ce sera l'un des temps forts de la semaine. L'entrée en vigueur des droits de douane de Trump, ce sera jeudi pour les Européens. Ce sera 15% de droits de douane pour les produits exportés aux États-Unis. Certains secteurs espèrent y échapper, espèrent pouvoir négocier. C'est le cas par exemple du secteur des vins. Mais est-ce vraiment possible? On va regarder ce que dit le représentant américain au commerce. Il nous dit que ces droits de douane sont quasiment définitifs. Je salue Malcolm Biga qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueur au Nouvelle Économie, spécialiste de la politique américaine. D'abord, d'ici jeudi, d'ici la date annoncée, est-ce que ça peut changer pour certains secteurs? Alors, ça laisse quand même peu de place à la négociation. Tout d'abord, à cause du délai. D'ici jeudi, on a vraiment 4 jours pour négocier énormément sur des secteurs stratégiques et surtout au regard de la table de la négociation, donc Donald Trump en face, il y a quand même peu de chances pour que la négociation soit en faveur, on peut dire, des Européens, des pays qui sont visés par ces droits de douane et non pas en défaveur des États-Unis. Donc Donald Trump a quand même, on peut dire, barricadé la fenêtre de tir possible pour les négociations et les pays devront, je pense, devront se satisfaire en fait des droits de douane qui ont été imposés jusqu'ici. Alors on pense évidemment en France au secteur du vin notamment qui aimerait être exempté de ces droits de douane. On voit que d'ici jeudi ça ne devrait pas bouger. Est-ce qu'on peut imaginer, parce que c'est ce qu'on ressent dans les prises de parole, que les négociations en fait vont se poursuivre et même à l'automne, et donc est-ce qu'il reste de l'espoir pour que ça bouge? Alors déjà, il reste de l'espoir sur tout le reste du mandat Donald Trump. On avait vu quand même qu'au premier mandat du président américain, certains vins et spiritueux avaient été exemptés finalement des premières annonces douanières mises par le président. Et aujourd'hui, on voit bien que finalement, il est peut-être possible d'avoir une exemption sur certains vins. Donc, il faut laisser peut-être notre ministère des Affaires, du ministère de l'économie agir pour obtenir des exemptions sur ce secteur-là. Également maintenir la pression et l'union des différents acteurs et producteurs de vin. Et peut-être qu'il ne faut pas oublier que les producteurs de vin, souvent, ne vont pas attendre les négociations faites avec le président américain et la France et vont souvent permettre une plus grande production en amont pour, on peut dire, anticiper les droits de douane. On a eu beaucoup de producteurs qui ont finalement écoulé plus qu'ils ne devaient écouler avant l'imposition des droits de douane, justement pour pallier au moment où ces droits de douane seront activés. Alors regardez cette carte mondiale qui montre les pourcentages appliqués sur les droits de douane par Donald Trump à ses partenaires commerciaux. Ça va de 10 à 41%, même 50% pour le Brésil. On y reviendra tout à l'heure. Pour certains pays, les accords ne sont pas encore trouvés, finalisés. On écoute Thierry Breton qui était invité de LCI hier soir et qui nous parle d'un changement d'air. Je pense que c'est un tournant que nous vivons aujourd'hui. Désormais, les droits de douane qui auparavant étaient de l'ordre de 2% pour entrer sur le marché américain, ils sont maintenant passés à 18%. C'est du jamais vu depuis 1934. Du jamais vu. On est donc en plein protectionnisme. Caroline, on a effectivement changé d'air, comme le dit Thierry Breton? Oui, on a changé d'air au niveau économique, au niveau de la défense et au niveau des attaques hybride en fait qu'on peut avoir sur l'Europe. Il y a eu une conciliation qui a été accordée par Ursula von der Leyen. Elle a été accueillie sur un lieu qui n'était pas un lieu stratégique pour négocier et qui n'était pas un lieu diplomatique. On n'a pas fait en fait de réelles négociations côté Union européenne puisqu'il n'y a pas eu de mise en place de contre-propositions dès le départ. Donc en fait, on a accepté ces 15% alors que la Grande-Bretagne était partie sur 10% en une venue en un jour. C'est-à-dire que l'Europe et les différents pays de l'Europe ont réussi à obtenir moins bien que le Royaume-Uni tout seul. Est-ce que l'Europe a vraiment négocié? On peut se poser des questions. Et après, il y a eu quand même un choix qui n'était pas forcément de son mandat, on peut imaginer, qui était sur la partie non droit de douane, mais sur la partie investissement de l'Europe. Donc quand même 1400 milliards, 750 milliards sur la partie énergie avec dépendance aux États-Unis, sans donc avoir la possibilité de continuer à développer des relations sur des pays comme par exemple le Maroc.
et aussi sur la partie investissement des entreprises européennes qui n'est pas de son registre pour 600 milliards. J'imagine qu'au sein du Conseil européen, il va y avoir des contestations, des remises en cause de cet accord. Et en fait, Trump a tout de suite ficelé l'accord, ce qui est bienvenu de son côté pour défendre les intérêts qu'il voulait défendre. Donc en prenant un décret d'application, vous rappelez-vous que le surlendemain, on n'avait aucun détail et tout le monde disait non, mais de toute façon, il ne s'agit pas d'un accord, ils se sont juste serrés la main. Oui, les Européens reconnaissaient qu'ils n'avaient pas du tout le détail de l'accord, en fait. Voilà, il y a eu énormément de zones d'ombre dans les dernières heures. Comment on fait pour gagner en puissance, Malcolm, face à ce Trump, Comment les Européens peuvent faire pour peser davantage, pour ne pas se faire croquer par Donald Trump ? Alors pour moi, il y a deux pistes. Je pense qu'il aurait été peut-être intelligent de lancer le bazooka douanier qui a été pensé par les Européens. Quand les Américains s'attaquent aux biens, les Européens peuvent s'attaquer aux services. On a de nombreux GAFAM qui ont des activités ici en Europe. Il aurait été peut-être judicieux ou de proposer des réglementations beaucoup plus strictes. Gabriel Attal l'a fait, mais il l'a fait la semaine dernière. C'est trop tard. C'est trop tard. Mais on peut comprendre aussi les difficultés. Est-ce qu'on peut s'attaquer à des GAFAM en tant que pays nationaux dans l'Union européenne, ou faut-il finalement une attaque commune ? Et c'est peut-être l'attaque commune qui manque aujourd'hui à l'Europe et dont Donald Trump, lui, peut faire l'économie en étant le président de 50 États. Cyril ? Vous savez, je suis toujours estomaqué par, désolé du mot, la médiocrité de nos dirigeants qui n'ont pas compris que quand vous réagissez, vous êtes déjà en position de faiblesse. Ce qu'il faut, c'est toujours anticiper. Nous savions que Donald Trump allait arriver. Il a annoncé ce qu'il allait faire. Donc, qu'ont attendu nos dirigeants pour se dire il faut prendre les devants dans la négociation ? Ou bien dire à Trump, tu veux faire ça ? Très bien, voilà ce qui t'attend. Qu'est-ce que nous attendions ? Pourquoi nous sommes infoutus d'anticiper ? Je suis désolé. Je suis à chaque fois stupéfait, nous recommençons toujours les mêmes bêtises. Caroline. Ursula von der Leyen n'est pas élue en fait, donc elle est juste à la tête de la Commission européenne et donc on peut imaginer qu'il peut y avoir un recours sur la partie au moins investissement, puisque engager les entreprises européennes et faire un choix au niveau énergétique qui engage les États européens n'est pas de son recours en fait. Donc il y a cette partie-là qui est sûrement quelque chose à jouer et il est allé très vite pour le décret d'application, mais on pouvait se douter qu'il avait quelque chose dans sa manche quand même. C'est le coup de marteau à nouveau sur la tête de l'Europe, où on est pris entre les agressions de l'Ukraine sur l'Europe, la terreur en Ukraine, les agressions de la Russie sur en Europe, la terreur en Ukraine, et puis les Américains au niveau économique et le fait qu'ils enlèvent leur soutien au niveau militaire. Alors on va regarder quelques images, un sujet signé Laura Laidy, parce que ces droits de douane, c'est aussi un moyen de pression politique pour Donald Trump. Et le Brésil et le Canada notamment en ont fait les frais. C'est ce qu'on va voir dans un instant dans ce sujet de Laura Laidy. Ça fait beaucoup parler évidemment, et on regarde ce sujet. Devant l'ambassade américaine, ces manifestants protestent contre les droits de douane imposés par Donald Trump. Cette action devant l'ambassade des États-Unis au Brésil vise à défendre le Brésil face aux États-Unis, à défendre notre souveraineté, notre droit à un développement autonome, notre droit à l'autodétermination, notre droit à générer des emplois de qualité. Les États-Unis dénoncent une chasse aux sorcières contre Jair Bolsonaro, l'ancien président d'extrême droite. En signe de soutien, Donald Trump a annoncé des droits de douane punitifs de 50% sur les produits brésiliens. Nous ne sommes pas une république insignifiante. Il est inacceptable d'essayer d'utiliser une question politique pour nous imposer des taxes économiques. Et ce n'est pas la première fois que les justifications de Donald Trump sont plus personnelles qu'économiques. Le Canada s'est vu imposer 35% de droits de douane pour inaction et représailles continuelles. Récemment, le président américain avait déjà jugé qu'un accord avec le Canada serait difficile après la décision d'Ottawa de reconnaître la Palestine en septembre.
Les produits indiens ont eux aussi une surtaxe de 25% à leur arrivée sur le sol américain. La raison, l'achat de pétrole à Moscou, malgré les sanctions prises en lien avec la guerre en Ukraine. Général, il y a un mélange des genres de la part de Donald Trump. Ce pays ne fait pas ce que je veux. Je dégaine mes droits de douane pour le punir. J'ai surtout qu'on a été habitué à ne pas sortir de son silo. On dit il y a les questions militaires, les questions géopolitiques, les questions économiques, les questions sociales, peu importe. Là, qu'est-ce que fait Donald Trump ? Il a une stratégie générale, c'est-à-dire qu'il a un objectif, c'est faire des États-Unis la principale puissance dans tous les domaines, et il utilise tous les moyens de la stratégie au profit de ses intérêts. Donc associer l'économie, je dirais, à la géopolitique ne me semble pas complètement incongru, sauf qu'on n'avait plus l'habitude. La stratégie est générale. Donc il a un but. Il prend tous les moyens, et c'est vrai qu'on a différents exemples entre la condamnation au Brésil de quelqu'un qui a aussi tenté un coup d'État comme un autre, me semble-t-il, s'appelait peut-être Donald Trump, même si c'est pas tout à fait officiel. C'est aussi le Canada qui n'a pas été très complaisant envers les États-Unis, et Donald Trump en particulier. Et puis c'est les positions politiques sur Gaza, les positions politiques sur l'Ukraine. Chacun a son petit domaine. Et donc qu'est-ce que fait Trump ? J'ai une arme majeure, qui est les taxes douanières. Et quand on parlait de l'Inde, bon, très bien, mais l'Inde, de toute façon, la balance commerciale est à peu près équilibrée entre les deux pays. Mais elle peut très bien aussi mettre les 25% sur ce qui rentre des États-Unis en Inde. Donc après, nous sommes dans des guerres commerciales, mais ce ne sont pas que des guerres purement commerciales. Nous, on a été habitués à ne parler que de ça. Et non, avec Donald Trump, il faut parler de la guerre en général. Et c'est une guerre stratégique. Toute la stratégie est mise en œuvre. Alors effectivement, on est un peu surpris que ce soit Trump qui la mette en œuvre, parce que c'est pas vraiment le meilleur exemple de géopoliticien. Mais néanmoins, on voit bien que tout le monde se soumet. Tout le monde se soumet. On parle de l'Europe. On parle de von der Leyen il y a quelques instants. Oui. Ouais. On a quand même le sentiment qu'on nous impose des choses et que finalement, on a même parfois des agents d'influence, oserais-je dire, je suis peut-être un peu fort, au sein de l'Europe, qui permettent aux États-Unis de faire ce qu'ils veulent sur le continent européen et à notre détriment. Donc, il est peut-être temps de réagir un peu plus fermement qu'on ne l'a fait. Effectivement, anticiper, même si je pense que ça a dû être anticipé, mais peut-être qu'on ne s'est pas allé jusqu'au bout. Et qu'il faut faire preuve de volonté, de détermination, ce dont on fait souvent pas preuve. Je voudrais juste Caroline, vous voulez préciser quelque chose ? L'Europe avait préparé une contre-proposition sur les services, et donc elle est allée à ce... Elle était prête ? C'est ça que vous dites ? Ça avait été discuté, évidemment, parce que retirées. Voilà, ça avait été préparé. Elle n'était pas toute seule. Et puis, en fait, elle est allée à cette invitation, ce qui était une erreur, sur le Golfe en Écosse, le Golfe de Trump, non diplomatique, et donc elle a accepté. Déjà une partie qui aurait dû être effectivement négociée, ce qui n'a pas été le cas, et une conciliation. Et elle a aussi développé la dépendance de l'Europe, qui va quand même pas très bien au niveau économique, sur certains pays en tous les cas, développer la dépendance à l'énergie, plus de l'investissement dont l'Europe a besoin, qui va directement aux États-Unis d'après son engagement, et en plus une dépendance militaire qui est déjà à 70% sur la majorité des pays d'Europe, excepté la France, et qui est accrue avec cette conciliation. Donc elle s'est soumise en fait complètement. Ok. Un mot, Malcolm, parce qu'on a les mots du représentant américain au commerce sur le Brésil. Quand on parlait tout à l'heure de Donald Trump qui utilise ses droits de douane comme une arme politique. Il nous dit: le président a constaté au Brésil, comme dans d'autres pays, un mauvais usage de la loi, un mauvais usage de la démocratie. Il est normal d'utiliser ces outils tarifaires pour des questions géopolitique. Est-ce qu'il est normal d'utiliser ces outils tarifaires pour des questions géopolitiques ? Alors, si vous voulez mon avis, non. Je pense qu'on devrait avoir une franche séparation entre les questions géopolitiques et les questions économiques. Là, on a quand même un Donald Trump qui est l'arbitre du bien et du mal, l'arbitre de la démocratie et de l'autocratie. Et c'est un peu quand même l'hôpital qui se fout de la charité quand on a un président qui a activement encouragé une prise du Capitole sur son propre territoire et qui aujourd'hui considère qu'un pays comme le Brésil n'est pas, on peut dire, une illustration de la démocratie, que l'allié le plus proche des États-Unis, le Canada, doit également faire des efforts et doit changer sa position sur la Palestine. Donc finalement, Donald Trump utilise l'économie pour faire pencher, pour tordre la diplomatie. Et on voit bien qu'on a un président qui, on peut dire, n'a pas de doctrine diplomatique, mais plutôt a une doctrine économique et commerciale
qui finalement est même révélatrice d'un échec de l'OMC.